j'ai pas tout filmé. Hein. Tous ensemble, ouais, ouais. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On lâche rien. On cause le patriarcat. On aime les hommes. Et les femmes. Femmes mobilisées en masse depuis des décennies et encore le 23 novembre dernier pour exiger une société sans violence sexiste et sexuelle. Femmes en lutte, en grève, en manifestation depuis le 5 décembre pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Fortes et fières, oui, nous voulons être les grandes gagnantes, comme nous l'a promis Doudou Philippe. Nous serons les grandes gagnantes, pas grâce à la réforme des retraites de ce gouvernement, mais parce que notre mobilisation sera victorieuse. Nous serons les grandes gagnantes, parce que nous sommes celles qui brisons le silence et qui dénonçons les violences. Nous serons les grandes gagnantes, parce que nous refusons la dévalorisation du travail des femmes, qu'ils soient salariés et souvent précaires, ou qu'ils soient invisibles dans les tâches domestiques quotidiennes. Oh, il y en a qui passent souvent le chiffon. Nous serons les grandes gagnantes parce que nous refusons toute discrimination liée au genre, à l'origine ou à l'orientation sexuelle. Nous serons les grandes gagnantes car nous refusons que les jeunes soient livrés à la précarité et nos aînés à la misère. Actuellement, déjà perdantes, et demain, encore plus avec cette réforme. Quelques exemples. Les femmes sont payées 26% en moins que les hommes. Ah, ça c'est pas tout. Et leurs pensions sont inférieures de 42%. 80% des salariés à temps partiel sont des femmes. Ce temps partiel est souvent subi par l'employeur, hein, ou contraint par la charge des tâches domestiques. Elles sont subies à cause de l'employeur. Merci Michel. Alors, elles sont aussi plus nombreuses en situation de précarité. Alors, on est sur la zone où il y a pas mal de cadres qui pullulent. Les cadres, qu'elles soient dans le public ou le privé, sont discriminés sur les primes et sur leur évolution de carrière. Le fameux plafond de verre qui bloque les promotions et les parois de verre qui cantonnent dans des métiers féminins moins payés. Alors, en ce moment, il y a quand même une femme sur 5 qui part à la retraite à 67 ans pour éviter la décote. Alors que c'est un homme sur 12. Bande de feignants. Il y a la chute des pensions pour tous et toutes. Ça, si vous êtes là, c'est que vous l'avez bien compris. Mais elle est accentuée pour les femmes. Donc 40% ont une carrière incomplète. Alors, les 1000 € minimum qui sont promis dans le projet pour une carrière complète, c'est du pipeau. Toute heure travaillée serait validée. Et c'est pour ça qu'on serait gagnantes, nous les femmes. Oh tiens, alors qu'il n'y a que seuls 4% de femmes qui travaillent moins de 150 heures par trimestre et qui validaient donc leur trimestre. Alors c'est un rattrapage mensonger. Et dernier exemple, les droits familiaux sont remis en cause. Oh tiens, la pension de reversion est fragilisée. Et on perd des trimestres par enfant qui nous permettaient d'atténuer la décote pour arriver à l'âge pivot. Je laisse Nadège.
attention, celles qui sont faire de fausses promesses. Je vais pas vous faire de On fausses enlève promesses. le projet et on discute après. Je ne fais pas partie de ceux qui vont demander le retrait du projet. On va travailler sur ce projet. Voilà. Retrait le projet. Je vous remercie à toutes et à tous. Bon, on va... Non, on a bien entendu votre proposition de recevoir une délégation. On vous a déjà rencontré. Nous sommes pour le retrait à l'heure actuelle. Nous avons pour autant des propositions pour améliorer le système actuel. On ne va pas le détailler ici parce qu'on en a discuté. Et quoi qu'on en dise, nos organisations syndicales, et quoi qu'on peut lire aussi dans certaines presses, nous avons des propositions, nous ne sommes pas pour le statu quo. Ce n'est plus le moment aujourd'hui, là, pour l'instant en tout cas, d'en discuter, puisque nous sommes pour le retrait de ce projet. Voilà, donc nous le demandons. On vous propose de redescendre maintenant. On va redescendre sur le quai d'Aiguillon parce qu'il y a le car qui part à 13h. Le car part à 13h, donc on a un car plein quand même pour la manifestation de Saint-Brieuc et qui doit revenir à temps ce soir pour l'autre rassemblement que nous avons à 17h30 avec le défilé au flambeau. Nous aurons des animations diverses, donc venez à 17h30 et nous serons même présents cet après-midi également sur le quai d'Aiguillon puisque nous avons l'occupation du parking toute la journée. Voilà, on redescend en cause de Macron au quai d'Aiguillon. Oui. Moi, tu vois, je veux être autonome à cause de Macron. C'est la chute des pensions pour Fatou et Marion à cause de Macron. Dans 15 ans, nous serons revenus sur les roues à cause de Macron. On dirait révolution à cause de Macron. À cause de Macron. La déprime, c'est le mot qui vient quand je pense à mes copines. En mode gilet jaune, vénère, pour nous c'est la galère. J'hallucine pour nos vitrines, ça vaut pas un centime. C'est tenté, mais la lutte, oui, c'est le style. À cause de Macron. La capitalisation, capitalisation. À cause de Macron. Ma mère c'est 9 secondes, moins pension de leçon. À cause de Macron. On aura moins de ronds. À cause de Macron. À cause de Macron. C'est de la faute de Macron et sa team qui sait surtout les femmes qui crient. APL, chômage, les plus précaires, c'est les femmes d'aujourd'hui comme d'hier. C'est la faute de Macron et sa team de le voir maintenant qui est pas chef. C'est quoi ce hic qui en a trop marre du défilé de ces tocards? À cause de Macron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est confiné que j'interviens aujourd'hui pour ce 1er mai, puisque nous ne pouvons pas nous rassembler à Lannion, à la Poste comme habituellement, ou à proximité, si c'est un jeudi jour de marché. Mais nous, militants du mouvement ouvrier et social, nous n'abdiquerons jamais. De génération en génération, nous relevons le défi et nous nous adressons donc à vous en ce 1er mai virtuellement à travers les réseaux sociaux. Nos vies, celles de nos anciens, de nos jeunes, des travailleuses et des travailleurs, de tous les exploités et opprimés, nos vies donc vaudront toujours plus que leurs profits. Voici quelques extraits de ce que nous disions dans notre intervention il y a tout juste un an, 1er mai. Une situation sans précédent qui pose des questions climatiques, environnementales et de préservation du vivant. Or, les pays développés portent la principale responsabilité dans celui-ci en soutenant un système économique où seul domine le profit immédiat. La raréfaction des ressources et des énergies, l'extinction massive de la biodiversité ne sont pas des anecdotes. Elles portent en leur sein la montée des tensions internationales et les risques de guerre par leur contrôle. La seule véritable réponse n'est pas que locale ou nationale, elle est internationale. Les gouvernements successifs jouent les catégories sociales les unes contre les autres. Ce venin est terrible. Nous combattons ensemble la montée des idées et pratiques autoritaires. Lucide, bien que sans être visionnaire, n'avions-nous pas anticipé les centaines de milliers de morts dans le monde et les dizaines de milliers dans ce pays qui s'est cru si longtemps à l'abri des fureurs du monde, et protégé aussi par des frontières illusoires. Souvenons-nous du nuage de Tchernobyl. La décision de confinement de la population, que nous ne remettons pas en cause pour freiner ou circoncire la pandémie, a fait éclater au grand jour le laxisme, l'impréparation et l'amateurisme d'un président et d'un gouvernement qui, depuis décembre, menait contre les salariés dans leur ensemble, actifs et retraités, une bataille pour faire éclater notre système de retraite solidaire par répartition, axe structurant de notre sécurité sociale. Avouons que s'ils avaient réussi, nous serions bien malins avec des fonds de pension capitalistiques pour financer nos retraites. Pandémie sanitaire et séisme pour nos droits sociaux, la lutte est rude dans les entreprises et administrations pour remettre en cause le droit du travail et tous nos acquis sociaux. Le Trégor n'a pas échappé au désastre, et même si certaines entreprises ont peu ou pas arrêté le travail, notamment dans les secteurs de l'agro et du commerce et des services, les plans de continuité de l'activité étaient ou sont toujours insuffisants en termes sanitaires. Pour l'instant, la faible propagation du Covid-19 nous a protégés, mais cette protection est aléatoire. Si nous ne disposons pas de masques, de gel, de visières, de lunettes et de tests appliqués massivement. En démantelant, via ces ordonnances, les CHSCT, institutions du personnel chargées de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, Macron porte des responsabilités qu'il faudra bien un jour solder. Et pour l'instant, c'est nous qui acquittons la facture. Alors que le monde et l'humanité vivent une crise sanitaire sans précédent, les méfaits de la mondialisation capitaliste nous sautent aux yeux. Nous mesurons l'inhumanité des choix économiques et politiques. Casse des services publics livrés depuis des années aux appétits du privé, casse de l'industrie et délocalisation, et casse des emplois, des métiers, des qualifications ou des savoir-faire. De l'autonomie du pays, voilà où nous en sommes rendus. Les logiques de rentabilité et les objectifs purement financiers ont supplanté la satisfaction des besoins humains, d'égalité, de liberté et de fraternité. Dans cette crise sanitaire se joue une crise sociale et une cure d'austérité. Avec la loi urgence sanitaire, ce gouvernement rogne sur les droits des travailleurs, de ceux qui sont en première ligne pour sauver la population. Et pendant ce temps, le gouvernement légifère. Il débloque des fonds à grands coups de milliards pour le capital. Mais en même temps, il déréglemente le droit du travail, le travail dominical, il autorise le patronat à nous prendre sur nos congés payés. Il allège aussi les cotisations patronales par report ou annulation pure, ce pratiquement sans distinction entre les grandes et les petites entreprises. Il met en œuvre ce que les organisations syndicales et les partis de progrès social combattent depuis des décennies. La vraie solidarité nationale, ce n'est pas une union sacrée
entre le capital et le monde du travail, mais bien les cotisations sociales qui alimentent, via le travail humain, via la richesse créée par les travailleurs, les caisses de la protection sociale. La prime Macron-Le Maire en est l'exemple parfait. Et que dire du sort réservé aux héros des hôpitaux? Évidemment, ce sont d'abord l'ensemble des personnels de santé qui ne comptent pas leurs heures, leur dévouement, et qui manifestaient il y a encore 6 mois pour dénoncer les manques de matériel à l'hôpital et se faisaient gazer par ce gouvernement qui les traite de héros aujourd'hui. Ensuite, il y a tous les salariés, souvent des femmes, du commerce, de l'agroalimentaire, de l'industrie, du paramédical, du social, du nettoiement, etc. Mais que dire des agents de la fonction publique qui continuent d'assurer leur mission de service public et, plus largement, ceux et celles qui travaillent au service de la population, comme les éboueurs, démontrant ainsi, s'il le fallait, la place et le rôle d'un service public de proximité au service des citoyens. Car sacrifier la santé des travailleurs n'est pas admissible. Car sacrifier les droits des travailleurs sur l'autel de l'économie n'est pas tolérable et ne pourra continuer quelle que soit la situation. Sacrifier les plus précaires d'entre nous n'est pas admissible dans une société d'égalité et de solidarité. Alors oui, même en confinement, la santé au travail avant l'économie. Les activités socialement non essentielles doivent être confinées. Les annonces d'un déconfinement à partir du 11 mai, même progressif, c'est uniquement pour satisfaire aux exigences de relance des activités économiques. Comment les travailleurs vont aller au travail s'ils doivent garder leurs enfants à la maison? L'école ne doit pas être la garderie du MEDEF. Mais cette date n'est pas sortie du chapeau sans raison. Les plus anciens s'en souviennent. Le 11 mai 1936, début de la grande grève par les métallos et d'un certain Ambroise Croizat, amenant plus de 3 millions de grévistes. Et le 11 mai 1968, cette journée où des milliers d'étudiants ont affronté les forces de l'ordre dans le quartier latin. C'était la nuit des barricades. Coïncidence? Macron, dans sa dernière allocution, faisait référence aux jours heureux, titre du programme du Conseil national de la résistance à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Alors, si nous sommes en guerre, c'est bien une guerre sociale qui s'annonce. En parallèle, il n'est jamais fait état de la taxation de la finance, de l'interdiction de reversement des dividendes aux actionnaires. Et les banques et les assurances, pourquoi ne contribuent-elles pas à l'effort national? Pour cela, il suffirait que le gouvernement déclare l'état de catastrophe sanitaire sur tout le territoire, comme cela existe pour les catastrophes naturelles, comme pour les inondations ou les vents violents. Nous refusons de tomber dans le panneau du pacte national au service de la finance. L'unité nationale, c'est un plan au service des besoins humains, des citoyens, des travailleurs. Gouvernement et patronat répondent non aux revendications sociales qui s'expriment à travers de multiples luttes, des protestations dans tout le pays. Leur monde d'après, c'est travailler plus pour gagner moins. C'est rien pour le SMIC, c'est rien sur les salaires, rien sur les retraites, sinon diminuer les cotisations sociales. C'est rien sur les minima sociaux. C'est également des économies sur le dos des chômeurs avec la nouvelle convention UNEDIC. C'est rien pour l'éducation et la culture, rien pour la santé, rien pour le logement social. Travailler devient un acte uniquement marchand que n'apporte aucune réponse aux besoins sociaux de la population. Le projet de loi de la transformation de la fonction publique imposé l'été dernier par le gouvernement ne va pas dans ce sens. Il n'est ni plus ni moins qu'un dynamitage organisé de la fonction publique qui s'inscrit dans une logique ultra-libérale, fondée sur un projet de société qui prône l'argent à tout prix, donc le chacun pour soi. Dans ce contexte tendu, la fonction publique est l'objet d'attaques en règle. Elle est présentée uniquement comme un coût pour la collectivité, et non pas avec ceux inexistants des grandes entreprises du CAC 40. Localement, c'est moins de moyens pour les hôpitaux, les écoles, les collectivités territoriales et tous les services de l'État. Enfin, ces mêmes services publics sont pourtant actuellement plébiscités, tant par la population que par le président, qui a dû mettre des lunettes. Tous ces services, honnis et vilipendés, retrouvent leur réelle utilité au service des usagers, car on ne peut plus leur reprocher leur utilité coûteuse. Le développement des services publics est nécessaire et indispensable pour assurer l'égalité et répondre aux besoins de la population, et cette période de Covid-19 le prouve.
Cette situation inédite, qui malheureusement peut perdurer, a remis en lumière l'essentiel. Un hôpital doit être un système de santé publique avec de vrais moyens humains, financiers et matériels. Un système de protection sociale large tout au long de la vie et non pas une entreprise qui choisit les actes rentables. Des services publics qui ne sont pas sacrifiés par des politiques de remaniement, suppression, au bénéfice des appétits de ceux qui prospèrent dans ce système capitaliste et oligarchique. La question est de savoir à qui et pourquoi servent les services publics. Des millions de personnes sont fragilisées, auxquelles s'ajoutent près de 11 millions de chômeurs partiels, indemnisés en moyenne à 84% de leur salaire. Ils n'ont pas vocation à alimenter les profits des banques sous forme d'agios majorés ou de frais d'incidents bancaires à foison. Notons l'absence de mesures prises par l'État concernant la situation financière dégradée de millions de clients de banques qui est source de tensions. De nombreuses aides sont prévues pour les entreprises, alors que pour celles et ceux qui sont dans les situations difficiles, elles restent mineures. Il faut permettre la suspension des loyers et des dépenses d'énergie et d'eau, une aide pour l'accès à Internet et au transport, car nous savons que si la crise sanitaire peut régresser, la situation économique et sociale, elle, va continuer à faire des dégâts. Une crise sociale de grande ampleur se profile. Alors que l'économie tourne au ralenti depuis le début de la crise sanitaire, pour les travailleurs pauvres, les précaires, les étudiants et les travailleurs sans papier ou non déclarés, la crise sanitaire est une double peine. La France compte plus de 2 millions de travailleurs pauvres, tandis que près de 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 050 € par mois. Pour ces personnes, la crise sanitaire fait l'effet d'une double peine. Fermeture des restaurants universitaires, absence de petits boulots, bourses insuffisantes. Les étudiants, déjà durement touchés par la pauvreté et la précarité, avec un quart d'entre eux sous le seuil de pauvreté, voient leur situation se dégrader. Les plus précaires comptent aussi parmi les plus mobilisés dans la lutte contre le Covid-19. Parmi eux, on retrouve un nombre considérable de femmes, majoritairement dans les métiers liés aux soins, pour 95%, et dans la grande distribution pour 75%. Celles-ci sont par ailleurs très souvent sous-rémunérées, travaillent à temps partiel et avec des contrats courts. Le vendredi 6 mars, cela vous paraît probablement bien loin, c'était avant, mais c'est bien hier que nous faisions retentir les sirènes sonores sur la zone de Pégase pour la défense des droits des femmes. Vous avez pu en avoir un extrait dans la vidéo qui a précédé notre intervention. Travailleurs ubérisés et sans-papiers comptent aussi parmi les plus mobilisés. Les travailleuses et travailleurs sans-papiers sont en première ligne, comme les autres travailleurs précaires. Vulnérables parce qu'ils sont dépourvus d'autorisation de travail, ils sont, bien souvent, démunis des tenues et matériels nécessaires pour les protéger et préserver leur santé. Ils risquent d'être expulsés de notre territoire alors qu'ils participent avec les autres salariés à le faire vivre. Ils font partie intégrante de ce salariat qui permet la continuité des activités indispensables à notre vie à tous. Le ramassage et le tri des déchets, la sécurité, la manutention, la mise en rayon, le nettoyage, l'aide à la personne, l'agriculture, etc. En tant qu'intérimaires, ils et elles continuent à préparer les commandes pour les grands groupes de logistique, à livrer des repas via les plateformes et voient leur vie, leur santé mise en danger pour des activités non essentielles à notre pays dans cette période d'épidémie. Nous revendiquons la régularisation de ces travailleurs sans papier. D'après les derniers chiffres publiés, Pôle emploi a enregistré 500 000 inscriptions pour le mois de mars, tandis que les plateformes de recherche d'emploi ont vu le nombre d'offres d'emploi baisser de 40%. Cette explosion des inscriptions à Pôle emploi, cumulée avec la forte baisse des offres, prouve que les travailleurs privés d'emploi et précaires sont les premières victimes de l'impact du Covid-19 sur l'économie. Plus que jamais, il faut geler le décompte des jours indemnisés, arrêter les radiations et le contrôle de la recherche d'emploi et indemniser 100% des privés d'emploi. L'Observatoire français des conjonctures économiques estime de son côté que 500 000 personnes vont se retrouver sans emploi à l'issue du confinement. Parmi elles, des personnes en contrat court et qui étaient en période d'essai. Un certain nombre risquent de se retrouver sans ressources, la réforme de l'assurance chômage ayant durci les conditions d'accès. Combien de saisonniers qui ont vu leur saison amputée, voire arrêtée,
vont se retrouver dans l'impossibilité d'ouvrir des droits. Nous demandons plus que jamais l'annulation de cette réforme de l'UNEDIC dont les mesures qui devaient être mises en œuvre en avril ont été suspendues mais pas annulées. Alors que le monde entier fait face à la pandémie, ce 1er mai sera plus que jamais la journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs. Depuis le début de la crise sanitaire, des millions de personnes sont confinées. De nombreux pays vivent grâce aux oubliés, aux invisibles de nos sociétés, qui continuent à travailler, le plus souvent au risque de leur vie. Le passé s'invite une fois de plus dans l'aujourd'hui. Le capital a besoin de placer les libertés individuelles et collectives sous séquestre, à maltraiter psychologiquement et socialement la population, galvaniser des théories complotistes et guerrières pour anéantir toute perspective de progrès social. Un inquiétant retour fasciste est à l'œuvre dans le monde. La rhétorique guerrière est en marche. Cette crise sanitaire, économique et sociale doit trouver une réponse dans l'internationalisme ouvrier, la solidarité et l'entraide entre les pays. Seule l'amitié et la coopération entre les peuples pourront nous sortir de cette situation. Le repli nationaliste n'est pas une solution. Alors, précisément, plus jamais ça. Comme le Conseil national de la résistance a imaginé, en pleine guerre, dans un pays occupé et ruiné, un programme Les Jours Heureux, nous avons, malgré les difficultés quotidiennes, à construire une société plus solidaire. Il faut faire exactement le contraire des politiques d'austérité menées depuis les années 80. Il faut réhabiliter la solidarité et mettre les services publics au cœur de notre système social. Cela implique d'abord de considérer que les dépenses socialisées sont un élément de notre richesse collective et non une charge qu'il faut baisser à tout prix et le plus possible. Cela implique aussi de mettre l'accent sur la répartition des richesses et d'abord de mettre en cause le modèle du tout pour l'actionnaire. Bien entendu, il faut réhabiliter la cotisation sociale, remettre en cause les exonérations diverses et variées qui n'ont jamais été aussi importantes, rééquilibrer la fiscalité au profit des salariés et des retraités, en mettant à contribution les plus riches qui ont largement profité de la baisse des impôts. En priorité, le rétablissement de l'impôt sur la fortune et la hausse des impôts sur les sociétés. C'est à ce prix qu'on pourra sortir par le haut de la crise actuelle. Le jour d'après doit se travailler aujourd'hui, même en confinement. Nos aspirations sociétales, la redéfinition des biens communs non soumis au marché sont à lister. Nous portons une vraie relance économique au service du progrès social et de la transition écologique. Relocalisation des entreprises avec réindustrialisation et production française. Nationalisation ou socialisation des activités économiques fondamentales pour les besoins de la population. Développement et renforcement des services publics. Taxation du capital et arrêt du versement des dividendes pour dégager un fonds de soutien pour la défense des emplois. Ce n'est pas sur les cotisations sociales que doivent être trouvés les fonds de la relance. Refus catégorique de toute remise en cause des conquis sociaux et élaboration d'un cahier revendicatif porteur de progrès. Réduction du temps de travail. Favoriser enfin les associations en première ligne pour soutenir les plus fragiles. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de signer la pétition « Plus jamais ça, signons pour le jour d'après », dont vous trouverez le lien sur le réseau avec lequel vous regardez cette vidéo. Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Ce 1er mai, soyons visibles, solidaires, déterminés. Nous ne paierons pas la crise générée par des choix politiques d'un système capitaliste mortifère. Transformons le monde de demain en un monde vivable de justice sociale, écologiste et féministe. Nous devons, plus que jamais, mettre dehors tous ceux qui brisent nos acquis, issus de 1793, 1886, de 1936, 1945, de 1968, de 1995, de 2006, par la lutte, toujours, pour offrir à nos enfants et aux générations à venir un futur de progrès social. La société que l'on veut construire à long terme est induite par nos actions à court terme. Penser à construire nous-mêmes une société des jours heureux nous aide à supporter nos épreuves présentes. Nous rappelons que c'est sur les lieux de travail et dans la rue que les combats se mènent. À nous de convaincre ceux qui applaudissent au balcon en temps de crise pour mener la vraie lutte, celle des conquis sociaux, celle des jours heureux.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons